Vous écoutez France Culture. Bonjour à tous, bienvenue dans les matins d'été réalisés comme chaque matin avec l'élégance de Somanina, accompagnée ce matin d'Ariane Herbet et de Claude Courteau que nous félicitons chaudement puisque Claude est grand-père depuis quelques jours. Ce lundi dans les matins d'été, nous parlerons du rôle que l'Église veut se donner dans les grands débats de société en prenant très ouvertement position contre le mariage homosexuel pour la prière du 15 août. Nous recevons pour en parler Éric de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris, et le journaliste Michel Cole. Et c'est à 7h35. Pour l'heure, il est 7h et vous écoutez France Culture. Bienvenue. Et toute cette semaine, c'est Claire Moutarde qui nous accompagne pour le journal. Bonjour Claire. Bonjour, Mohamed Morsi reprend la main face à l'armée égyptienne. Le président égyptien a d'abord écarté le ministre de la Défense, le maréchal Tantawi, qui fut chef d'État de fait après la chute d'Hosni Moubarak. Et puis, il a retiré dans la foulée à l'armée son pouvoir législatif, pouvoir qu'elle s'était octroyé en juin, qui lui permettait d'avoir la main mise sur toute nouvelle loi. Samuel Forêt est au Caire. Mohamed Morsi a réussi hier un coup en 3 bandes contre les militaires égyptiens. Il a annulé le décret du 17 juin dernier qui retirait les pouvoirs législatifs au président, décret pris par le Conseil des forces armées qui assurait ce pouvoir législatif en attendant la nouvelle constitution. Mohamed Morsi a émis un nouveau décret. Sur le papier, il a les pleins pouvoirs, il pourra légiférer et prendre des dispositions constitutionnelles. Enfin, il a fait valser les chefs et les généraux. Il a renvoyé le tout-puissant maréchal Tantawi, ancien chef d'État par intérim de l'Égypte, ancien chef du Conseil des forces armées et ancien ministre de la Défense pendant 20 ans. Le maréchal Tantawi était un pilier de l'armée égyptienne comme Sami Hanan, le chef d'état-major, lui aussi renvoyé. Le Mohamed Morsi nouveau a maintenant un vice-président, une figure de la société civile, un opposant à Moubarak, l'ancien juge Mahmoud Mekki, une figure consensuelle et un gage aux libéraux. Plus controversé, le nouveau ministre de la Défense, Abdel Fattah al-Sisi, est accusé d'être un proche des frères musulmans. Si Mohamed Morsi réussit son coup de force, c'est la fin de l'ère des militaires au pouvoir en Égypte. La Ligue arabe a décidé de reporter sa réunion prévue aujourd'hui en Arabie Saoudite sur la Syrie. Sur le terrain, les combats continuent. À Alep, le régime de Bachar el-Assad poursuit sa stratégie de harcèlement en poussant au sol au sud de la ville et en bombardant dans le même temps avec l'aviation. La rébellion semble résister aux assauts de l'armée régulière. Ils affirment même avoir repris des positions stratégiques, notamment à Salah Eddin. Notre envoyé spécial Étienne Monin est à Alep. Il a pu suivre une des brigades des insurgés, une katiba. Sur les marches du bâtiment qui sert de quartier général, 2 hommes qui sont présentés comme des chabia, les hommes de main du régime, sont frappés et conduits au sous-sol. La katiba, la brigade qui s'est installée là, s'appelle l'Étincelle du Nord. D'après Mustapha, l'un des leaders, ils sont une 30aine dans le groupe. Ils sont là pour donner des coups de main lors des opérations. Ils sont souvent jeunes, mais ils sont très peu à être des déserteurs, seulement 4 ou 5. Pour eux, la guerre d'Alep est une affaire de famille, dit le grand frère Mustapha. Tout le monde ici a un lien de famille parce que notre village qui est près d'Azaz dans le nord et qui s'appelle Ménar est près d'un aéroport. Et cet aéroport, cette base, a détruit notre village et a poussé les habitants à la fuite. Donc on n'a pas d'autre choix de faire la guerre au régime. On n'a pas le choix. Parce que moi je suis étudiant, je n'ai pas d'autre choix que de combattre le gouvernement. Cette katiba fait partie des petits groupes de combattants répartis sur la ville. L'une des plus importantes est à 3 minutes de là. C'est la katiba Liwa al-Tawid qui revendique 2000 insurgés. La Tunisie célèbre aujourd'hui la journée de la femme. C'est un jour anniversaire. Le 13 août 1956, le code du statut personnel était promulgué. Ce texte qui assurait des droits aux femmes est considéré comme le plus moderne du monde arabe. Oui, mais aujourd'hui, le statut de la femme tunisienne est menacé. Dans le texte de la future constitution, elle est considérée comme complémentaire de l'homme et non égale à l'homme. Un rassemblement est prévu ce soir à Tunis pour protester contre ce texte. Les autorités de Téhéran ont annoncé 2 jours de deuil en Iran après le double séisme samedi. Les hôpitaux débordent dans le nord-ouest du pays et ont du mal à faire face à l'afflux des sinistrés. Le dernier bilan fait état de 300 morts et 5000 blessés, mais les secours n'ont pas encore atteint toutes les zones sinistrées.
L'Espagne, très éprouvée par les incendies, plusieurs milliers d'hectares sont partis en fumée sur les îles des Canaries. 5000 personnes ont dû être évacuées. Les îles de la Gomera et Tenerife sont particulièrement touchées. Près d'Alicante, au sud-est du pays, un pompier a été tué. À Madrid, Mathieu de Taillac. C'est dans la région d'Alicante, à l'est de l'Espagne, qu'un membre des brigades régionales anti-incendie est mort alors qu'il luttait contre le feu. 2 autres personnes ont également été blessées. Et puis, en plus d'Alicante, 5 autres régions sont encore frappées par les flammes. Les incendies sur les îles Canaries sont les plus difficiles à contrôler. Les hautes températures, plus de 40 degrés, et la sécheresse aident le feu à se propager sur les îles de Tenerife et de la Gomera. Malgré la difficulté de la situation en Espagne, le gouvernement est en vacances. Il reçoit du coup les premières critiques de l'opposition. Les Verts, du parti Éco d'abord, ont accusé l'exécutif de passivité, d'agir, je cite, comme si la situation était inévitable. Et puis, le Parti socialiste s'en prend au ministre de l'Environnement, car pendant que l'Espagne brûle, dénonce le PSOE, Miguel Arias Cañete se détend, il se montre dans les gradins d'une corrida. Le parc classé au patrimoine mondial de l'UNESCO abrite des espèces végétales rares. On en reparlera dans le journal de 8 heures. Et depuis le début de l'année, plus de 130 000 hectares de végétation ont brûlé en Espagne. Les Jeux Olympiques de Londres se sont achevés hier avec une cérémonie de clôture assez folle, il faut le dire, qui aura duré plus de 2 heures. Pour la France, l'année 2012 aura été un bon millésime. 11 médailles d'or, autant d'argent, 34 médailles au total. La natation et le judo ont été particulièrement performants. On retiendra Teddy Riner en judo, le nageur Yannick Agnel et Camille Muffat, Tony Estanguet en canoë. Et puis en sport collectif, les experts ont remporté l'or hier en hand et se sont auto-qualifiés, bénis par les dieux de l'Olympe, rien que ça. Et puis les braqueuses ont remporté l'argent en basket. Les Britanniques aussi sont ravis et estiment que les JO de Londres sont les meilleurs jeux de tous les temps, évidemment. Mais pour tirer un bilan réaliste des Jeux Olympiques, le mieux, c'est d'attendre que passent les années. Qu'en est-il justement pour la Grèce qui a accueilli les Jeux à Athènes en 2004. Angélique Kouronis est à Athènes. D'un coût estimé au départ à un peu moins de 8 milliards d'euros, la facture finale des Jeux Olympiques d'Athènes a plafonné les 13 milliards, dont 1 milliard rien que pour la sécurité. À cela s'ajoutent les millions dépensés depuis la mi-septembre 2004 pour l'entretien des quelques 23 sites olympiques qui partent en décrépitude, dont 6 sont complètement abandonnés, comme par exemple le centre du canoë-kayak qui n'a été utilisé que 4 ou 5 jours depuis sa construction, alors qu'il a coûté une véritable fortune, ou les stades de beach volley et de hockey. Ce dérapage des comptes a contribué en partie pour 2 à 3% à l'augmentation de la dette extérieure du pays. Mais il aurait pu être évité si d'une part les retards n'avaient pas été pris dans la construction des sites, retard qu'il a fallu combler à n'importe quel prix. La plupart des sites ont été finis quelques semaines avant les Jeux Olympiques et si d'autre part le gouvernement grec avait mieux géré l'après-JO. Actuellement, aucun des sites n'a été privatisé comme prévu et leur entretien coûte très cher. Pour autant, le bilan n'est pas totalement négatif. La Grèce, si décriée durant la préparation des Jeux Olympiques, a organisé selon le CIO des jeux de rêve, des jeux inoubliables. De plus, les Jeux Olympiques ont servi de catalyseur à la construction d'infrastructures dont le pays avait viscéralement besoin, comme les autoroutes, le pont Rio de Rio, le métro d'Athènes, l'aéroport international, le tramway. Des chantiers qui, sans ces Jeux Olympiques, n'auraient jamais été menés à terme. La météo Julie se dégrade cette semaine et oui, un passage pluvieux balaie le nord-ouest. La pluie aborde la pointe bretonne au petit matin puis progressera jusqu'au Val-de-Loire et à la Basse-Normandie en fin de journée. À l'avant de cette zone pluvieuse de la Charente au Pas-de-Calais, le voile de nuages est dense. Une petite ondée n'est pas exclue sur le reste du pays, du soleil quand même, surtout dans le sud, des Landes aux Alpes et vers la Méditerranée. Cet après-midi, le thermomètre affiche 20 à 24 degrés près de la Manche, 25 à 30 ailleurs et 30 à 34 du midi toulousain à la Provence. C'est toujours les mêmes qui ont de la chance finalement. C'est toujours au-dessous de la ligne de la Loire, enfin vous savez ce qu'on dit toujours. Merci beaucoup Claire Moutarde, on vous retrouve à 7h30 pour un nouveau point sur l'actualité. À tout à l'heure.
On veut nager dans la Sambre.